Le président de la République passe en revue devant le sommet du G5 les réalisations accomplies durant sa présidence en exercice du groupe. Démarrage ce matin des travaux d'un atelier sur le programme de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État au profit des conseillers en communication des départements ministériels et aux secrétaires particuliers des ministres. Le ministre de l'Assainissement s'informe à Nouadhibou sur les performances de la station de pompage de la ville et du château d'eau qui alimente Kansado. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal par le 7e sommet du G5 Sahel et de la France qui a débuté ses travaux cet après-midi à N'Djamena, capitale tchadienne, en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président sortant en exercice du G5 Sahel. Avant de passer le témoin à son hôte tchadien Idriss Déby Itno, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il est revenu sur les réalisations accomplies au cours de sa présidence du G5 Sahel. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani en outre souligné les efforts consentis par le Tchad qui vient d'envoyer un nouveau contingent pour renforcer la force conjointe du G5 Sahel. Nous suivons le discours du président de la République. Monsieur le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Excellences, messieurs les chefs d'État du G5 Sahel, honorables partenaires et amis du G5, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements à mon frère et ami, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour la parfaite organisation du présent sommet, la chaleur de l'accueil et l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à N'Djamena. Je voudrais en même temps lui exprimer toute notre reconnaissance pour les efforts et sacrifices que le Tchad ne cesse de consentir en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Je citerai en particulier l'intervention de ses troupes au Mali, l'opération Colère Baoma et sa décision de déployer un 2e bataillon au profit de la force conjointe du G5 Sahel. Je renouvelle également nos remerciements et notre profonde gratitude aux pays, aux organisations et aux institutions partenaires et à tous les amis d'Israël pour l'intérêt et le soutien constant qu'ils accordent à la paix et au développement économique et social dans notre région. Excellences, mesdames et messieurs, au cours du mandat qui s'achève, la présidence en exercice du G5 Sahel s'est attelée à consolider les acquis et à impulser une dynamique nouvelle à l'action collective, en vue de traduire la vision stratégique de notre organisation par des réalisations concrètes dans les domaines de la sécurité et du développement. À cet effet, une feuille de route qui se veut à la fois réaliste et ambitieuse a été adoptée et a permis dans une large mesure d'atteindre les objectifs d'étape escomptés. Cette feuille de route est déclinée en 5 axes majeurs, notamment ceux de la sécurité-défense, de la résilience, du développement humain et des infrastructures, du renforcement du dialogue intercommunautaire, du renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement et enfin le dispositif institutionnel de suivi. Au niveau de l'axe sécurité et défense, l'accélération de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, le renforcement des forces de défense et de sécurité nationale et la coordination renforcée avec la force Barkhane ont permis d'enregistrer d'importants résultats. Dans ce cadre, on peut citer la densification des opérations dans la zone des 3 frontières,
le déploiement des premiers contingents de la Task Force Takuba, le lancement des travaux de planification de l'engagement d'une force africaine au Sahel de 3000 hommes et récemment la planification à Nouakchott d'une opération conjointe d'envergure au fuseau ouest. Ainsi, les forces de défense, de sécurité et de sécurité nationale et la force conjointe reprennent progressivement l'initiative dans les différents théâtres d'opération et les groupes armés terroristes enregistrent de plus en plus de pertes tant en matériel qu'en personnel avec la neutralisation de plusieurs de leurs principaux leaders. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de la résilience, du développement humain et des infrastructures, plusieurs projets visant la lutte contre la COVID-19, les changements climatiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la résilience des entreprises, des jeunes, l'eau et la cohésion sociale ont été conclus ou finalisés. À cet égard, nous nous réjouissons du démarrage de 18 sur les 21 projets du programme de développement d'urgence PDU avec les partenaires membres de l'Alliance Sahel. De plus, des projets importants dans le domaine de l'urgence en lien avec le développement rural et la résilience face à la COVID-19 sont en cours avec respectivement l'appui du Fonds international pour le développement agricole et la Banque africaine de développement. L'intégration régionale se renforce avec le processus de suppression des frais d'itinérance, le financement par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds arabe pour le développement économique et social en Afrique de projets de tronçons routiers reliant les pays ainsi que la finalisation de l'étude de faisabilité du projet du chemin de fer transsahélien. Le G5 Sahel capitalise sur un cadre d'engagement politique désormais établi et consensuel et sur la mise en œuvre de ces plans programmatiques en matière de gouvernance et de développement. En outre, en dépit d'un contexte international et régional difficile, le G5 Sahel a pu, en 2020, mobiliser et engager les partenaires techniques et financiers internationaux en faveur de la mise en œuvre de sa stratégie de développement et de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, au plan du renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, des actions concrètes permettant d'assurer aux communautés locales un service de proximité et de créer un climat de confiance favorable au dialogue ont été entreprises. L'appropriation des cadres de conformité en matière de droits de l'homme à travers la judiciarisation des opérations de sécurité et le retour progressif de l'État se poursuit et se renforce. Nous saluons à ce titre l'appui en équipement et en formation de l'Union européenne, de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'opérationnalisation de la composante police de la force conjointe et pour la génération d'unités d'action rapide de surveillance et d'intervention et GARCI au niveau national dans les différents pays du G5 Sahel. Aussi, il importe de souligner l'organisation en 2020 de conférences régionales sur la lutte contre l'extrémisme violent où des oulémas et des érudits, des penseurs, mais aussi des acteurs de la société civile ont exprimé leur opinion, échangé et débattu en vue d'identifier les meilleures et plus efficientes voies pour combattre la radicalisation sous toutes ses formes, en particulier chez les jeunes. La 4e conférence sur le renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans l'espace du Sahel, organisée le 26 janvier dernier, est venue corroborer cette dynamique de dialogue intra- et intercommunautaire. Les pays du G5 Sahel sont résolument engagés sur la voie du renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Dans ce cadre, on peut noter avec satisfaction la relance au Mali du processus des accords d'Alger et le bon déroulement des élections présidentielles au Burkina Faso.
C'est ici le lieu pour moi de présenter mes vives félicitations à mon frère et ami, le président Roch Marc Christian Kaboré, pour sa réélection, de souhaiter que le second tour de la présidentielle nigérienne se déroule aussi dans de bonnes conditions et de réaffirmer notre plein soutien au processus de transition au Mali. Excellences, Mesdames et Messieurs, au plan du renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement et en dépit du contexte sécuritaire difficile et de la survenue de la crise sanitaire de la Covid-19, la présidence en exercice a soutenu activement le lancement de la coalition pour le Sahel, la mise en œuvre des engagements du sommet de Pau et la formalisation du dialogue politique avec l'Alliance Sahel. Cette dynamique diplomatique d'accompagnement a donné une réelle impulsion à la coopération et permis de renforcer la lutte contre le terrorisme, d'améliorer les capacités militaires des États du G5 Sahel, d'appuyer le retour de l'État et des administrations dans les zones sensibles et de faciliter la mise en œuvre d'activités de développement. Une intense activité de plaidoyer continue par ailleurs à être menée pour obtenir un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et un financement de la force conjointe, une assistance internationale pour lutter contre la crise de la Covid-19 et pour un soutien continu en matière de développement, eu égard à l'éviction des dépenses en matière de sécurité sur les budgets de nos États. Aussi, grâce aux efforts consentis par les pays membres et au soutien agissant de nos amis et partenaires, notre organisation a pu occuper une place importante dans l'agenda international à travers une dynamique politico-diplomatique marquée par de multiples rencontres au niveau des chefs d'État et des ministres. À la faveur de ces rencontres, nous avons adopté le nouveau cadre d'action prioritaire intégré qui vise la réalisation de projets à impact rapide dans les zones sensibles. Le G5 Sahel dispose aujourd'hui d'un cadre d'engagement politique et programmatique rénové pour concrétiser davantage son action en faveur des conditions de vie et du bien-être de ses populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, quant au dispositif institutionnel de suivi, la réforme organisationnelle du secrétariat exécutif du G5 Sahel a été menée et la montée en puissance du secrétariat de la coalition pour le Sahel se poursuit. À cet égard, nous saluons la désignation d'un haut représentant du Sahel pour la coalition. En 2020, le G5 Sahel a fortement consolidé son partenariat avec l'Union européenne. Cela s'est traduit par la perspective de révision concertée de la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel. Le G5 Sahel approuve la pertinence de ces lignes stratégiques pour une meilleure gouvernance, plus d'actions de développement et une approche de gestion axée sur les résultats avec un système de redevabilité plus effectif. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les défis marqués, notamment par la persistance des activités des groupes terroristes et une situation complexe sur le terrain, le bilan sécuritaire du G5 Sahel en 2020 se révèle positif, avec un rapport de force favorable qui s'est nettement imposé aux groupes terroristes. La force conjointe du G5 Sahel s'est renforcée en capacité de commandement et de planification et mène en coordination avec les forces partenaires des opérations conjointes qui contribuent significativement à l'attrition des groupes terroristes, à la reconquête du territoire et au rétablissement de l'autorité de l'État. Pour consolider ces acquis, le G5 Sahel continuera à œuvrer pour que ces forces de défense et de sécurité nationale puissent assurer pleinement leur mission régalienne et pour que la force conjointe continue sa montée en puissance dans les différents domaines capacitaires. En même temps, malgré la complexité des conflits asymétriques et les tensions communautaires qui sévissent localement dans ces endroits de l'espace sahélien, nous avons la ferme volonté
de continuer de lutter contre toute forme d'impunité et de mener les enquêtes nécessaires pour dénoncer les exactions et traduire leurs auteurs devant les juridictions compétentes. À cet égard, le G5 Sahel salue la pertinence du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, P3S, soutenu par l'Union européenne et visant le retour de la sécurité et de la justice pour le soutien de l'action des forces de sécurité intérieure. De même, nous saluons la résolution du Parlement européen, adoptée en septembre 2020, relative à la coopération en matière de sécurité dans la région du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique, qui ouvre dorénavant la possibilité de financement au profit des forces armées des pays et à leurs forces conjointes à travers la Facilité européenne pour la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel du 27 avril 2020, où une déclaration sur la pandémie de la Covid-19 a été adoptée, un intense plaidoyer continue à être mené au plus haut niveau pour le soutien au plan de riposte nationaux et pour l'annulation de la dette extérieure de notre pays. C'est le lieu pour moi de réitérer notre appel de rendre effective cette annulation de la dette, qui constitue sans nul doute la réponse la plus appropriée aux conséquences particulièrement néfastes de la double crise sanitaire et sécuritaire. La crise libyenne est une source d'inquiétude et un facteur d'instabilité qui alimente l'insécurité et le terrorisme au Sahel. À cet égard, nous notons avec satisfaction le dernier accord signé à Genève sous les auspices des Nations Unies qui constitue un motif d'optimisme pour une résolution durable de cette crise. Il conviendrait également qu'un intérêt soit désormais porté à la surveillance et à la protection de la façade maritime du G5 Sahel qui, comme je l'ai indiqué au siège de l'OTAN le 14 janvier dernier, devrait se prémunir des multiples défis sécuritaires en milieu maritime tels que la piraterie maritime, l'immigration clandestine, les trafics illicites et la pollution marine. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accumulation des défis dans la sous-région n'est pas une fatalité car le Sahel dispose d'atouts majeurs pour y faire face, notamment la profonde aspiration de nos populations à vivre en paix et dans la dignité. Ensemble, avec détermination et en soutien de la communauté internationale à la hauteur des enjeux, nous pourrons relever les défis du terrorisme, de la gouvernance et du développement. Au terme de mon mandat de président en exercice du G5 Sahel, j'aurai le plaisir et l'honneur de passer aujourd'hui le témoin à mon frère et ami, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui, j'en suis persuadé, saura, avec sa sagesse et son leadership, consolider et promouvoir les acquis de notre jeune organisation. Je souhaite plein succès aux travaux de notre présentation. Vive les G5! Parmi les points inscrits à l'ordre du jour du sommet du G5 Sahel, l'évaluation des décisions prises par les dirigeants du groupe depuis la création de cet organe en février 2014 à Nouakchott pour lutter contre les incursions des terroristes dans l'espace sahélien. Les chefs d'État du G5 et leurs homologues français qui participent depuis la France au sommet discuteront également de la décision française de réduire le nombre de ses soldats de la force Barkhane.
Ici à Nouakchott, un atelier sur le programme de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État a réuni ce matin les conseillers en communication des départements ministériels. Organisé à l'initiative du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, ce séminaire va durer 1 mois. Aminata Khan. Cet atelier de formation axé sur le programme de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État est organisé au bénéfice des conseillers en communication des départements ministériels et aux secrétaires particuliers des ministres. 1 mois durant, ils débattront de plusieurs exposés portant sur leur domaine d'activité. Supervisant l'ouverture des travaux, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, Kamara Mohamed Salem, a situé le cadre de la rencontre. Il est demandé aujourd'hui le perfectionnement de ces agents et de ces fonctionnaires dans le cadre de la satisfaction des besoins et des attentes de nos populations. Messieurs les ministres, au regard de l'émergence des besoins nouveaux et diversifiés de nos populations devenues de plus en plus exigeantes du fait de leur participation à l'effort de construction nationale, regardant et surtout demandant des comptes plus que réels aux autorités, considérant le changement du management public désormais axé sur les mérites, la carrière et l'évaluation, seul critère désormais de compétence est réuni, considérant le flux de technologies nouvelles, notre administration se doit de s'adapter à l'exigence nouvelle de mise en place d'un service de qualité au service de nos populations. Lui succédant, le directeur général de l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature, Abdelkader Ould Mohamed Ould Allada, a souligné l'importance de la formation continue dans la promotion des ressources humaines, soulignant qu'il est devenu urgent de l'assurer pour garantir le développement économique et social du pays. À noter que la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, du ministre secrétaire général du gouvernement et du secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration. Au volet sanitaire, le monde de la santé a célébré aujourd'hui la Journée internationale du cancer des enfants, illustrée à Nouakchott par la tenue par visioconférence d'un colloque organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec le bureau régional de l'OMS en Afrique. La manifestation vise à sensibiliser sur les problèmes liés à la santé des enfants atteints du cancer, ainsi qu'à mobiliser les décideurs, les partenaires, donateurs et les malades afin de les amener à étudier les problématiques liées au cancer des enfants en Afrique. Autre préoccupation du ministère de la Santé, la disponibilité des médicaments, particulièrement au niveau de la centrale d'achat des médicaments et consommables, CAMEC. Les magasins de cet établissement ont reçu ce matin la visite du ministre de la Santé, M. Mohamed Nadir Ould Hamd, venu s'enquérir de l'état des stocks. Abdul Adamaba. La centrale d'achat des médicaments et des consommables CAMEC a ouvert ses portes au ministre de la Santé Mohamed Nadir Ould Hamd. Objectif, s'informer de visu de l'état du stock en médicaments et prévenir toute rupture. Ainsi, il s'est rendu dans les différents magasins de cette structure, particulièrement au sein du grand entrepôt où sont stockés les médicaments. Il a ainsi visité les différents compartiments de la CAMEC en compagnie de Cheikh Abdallah Zaidan, directeur général de la CAMEC. Au cours de cette visite, j'ai pu visiter les différents magasins de la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables, qui m'a permis de m'assurer que le stock national disponible aujourd'hui est suffisant pour éviter des ruptures de médicaments essentiels. Nous avons eu la semaine passée une réunion d'échange très fructueuse avec nos partenaires, les grossistes, répartiteurs et les représentants des laboratoires. Et j'en appelle ici à tous, qu'ils soient répartiteurs, grossistes, qu'ils soient propriétaires de pharmacies ou de dépôts, pour qu'ensemble nous travaillions tous pour assurer une disponibilité permanente des médicaments essentiels à notre population mauritanienne. Par ailleurs, le ministre de la Santé a visité d'autres magasins, dont celui-ci dénommé Ibn Sina, qui a été bâti sur une superficie de 1000 mètres carrés.
En son sein, une variété de médicaments y sont stockés dans le cadre du programme prioritaire du département de la santé, c'est afin de lutter contre certaines maladies dont l'hépatite, la malaria, la santé de la reproduction, entre autres. Rappelons que 3,5 milliards de l'ancien Ouguiya ont été dégagés dans le cadre de l'approvisionnement en médicaments de la CAMEC. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce lundi par la décoration de 2 fonctionnaires relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Madame Khadija Moutchir Bouka, ministre de ces départements, a décoré au nom du président de la République de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national M. Sidi Abdallah Mohamed Azizi, coordinateur du programme national de regroupement des localités, et de la médaille d'honneur première classe Madame Fatima Moutchir Mer'ainin, chef du service des opérations urbaines au sein de l'administration centrale du département. Son collègue du développement rural, M. Dioul Zain, se trouvait lui hier à Tijikja, à partir de laquelle il a procédé à la pose de la première pierre d'une ferme de production de légumes d'une superficie de 10 hectares. Cette ferme sera dotée de 4 puits équipés d'un réservoir d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes, d'un réseau d'irrigation goutte à goutte. L'ensemble sera protégé par une clôture de grillage d'une longueur de 1400 mètres. Le projet s'inscrit dans le cadre des activités du programme d'amélioration des oasis financé par l'État en coopération avec le Fonds arabe du développement économique et social FADES. Aux femmes bénéficiaires, le ministre a assuré que le projet sera suivi jusqu'à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Le ministre a mis à profit cette visite pour se rendre au barrage de Ar, dans la Mourada de Tijikja, dont les travaux de réhabilitation sont achevés. Cet ouvrage, qui vise à alimenter la nappe phréatique, fait partie des 74 barrages du volet rural du secteur agricole du programme Ta'ahoudat. Direction à présent Nouadhibou, où se trouve le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a visité aujourd'hui la principale station de pompage de la ville et le château d'eau situé à Kansado. Mohamed Khattab. Avec l'agrandissement urbain et le boom démographique que connaît Nouadhibou, s'accroît la nécessité de l'extension du réseau d'adduction pour un approvisionnement permanent en eau potable. C'est pour s'enquérir de la situation et s'informer sur l'opérationnalité des installations sur place que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a fait le déplacement dans la capitale économique. Une visite au cours de laquelle il était accompagné du Wali de Dakhlet Nouadhibou, du président de la région, du maire, des autorités administratives et sécuritaires, se rendant à la station de pompage sise au quartier des agriculteurs. Recevant une capacité de plus de 19 000 mètres cubes d'eau potable chaque jour provenant des nappes de Boulay Noir, cette station les répartit sur 3 zones que sont Kansado, le centre-ville de Nouadhibou, et les quartiers dotés de fontaines. Sur place et en compagnie du directeur général de la Société nationale de l'eau, la délégation a pris connaissance des opérations des 6 unités de pompage, des salles de contrôle de la centrale électrique, des réservoirs d'eau, y compris le dessalement de l'eau de mer. L'occasion pour le ministre d'insister sur la maintenance des installations, promettant de revoir la situation du personnel non permanent. L'autre étape de cette visite du ministre sera la station de dessalement de l'eau de mer qui alimente la ville à hauteur de 2900 mètres cubes par jour.
Ici, le ministre a écouté les explications des responsables sur le fonctionnement de la station et les différentes étapes par lesquelles elle est passée depuis sa création, ses composantes et le renforcement de son environnement extérieur, notamment la construction de hangars pour protéger les installations, dont des puits d'eau, des pompes de lavage, des filtres, des surpresseurs d'air. À Kansado, le ministre a visité le château d'eau alimentant la cité, l'ASNIM et les sociétés se trouvant sur cet axe. La dernière étape de cette tournée du ministre, Sid Ahmed Ould Mohamed, a été le site du quartier Tarhil où sera construit un château d'eau d'une capacité de 5000 m3 par jour dans le cadre du projet d'extension du réseau d'adduction à l'eau potable de la ville de Nouadhibou. Nous travaillons actuellement, dit le ministre, sur plusieurs axes importants permettant de surmonter le problème de l'insuffisance de l'eau, bien que la situation actuelle de Nouadhibou soit acceptable en comparaison avec certaines zones où l'eau est inexistante. Beaucoup d'efforts techniques et matériels ont été faits permettant d'améliorer l'état de la ville, notamment le forage de 4 puits réalisé de façon urgente et ils produisent aujourd'hui 3500 m3 d'eau supplémentaire qui n'existait pas l'année dernière. Ce sont les résultats de ces réalisations qui ont permis l'amélioration de la situation que connaît aujourd'hui Nouadhibou. Enfin, le ministre a annoncé la réalisation sous peu de projets devant permettre de résoudre définitivement le problème de l'eau potable à Nouadhibou. En premier, nous réfléchissons au renforcement de la station de dessalement de l'eau de mer, qui doit atteindre une capacité de 5000 m3 par jour, en plus d'autres efforts qui permettront de résoudre de façon définitive le problème de l'eau à l'horizon 2036. Ce projet d'une capacité de 30 000 m3 par jour, acheminé depuis la nappe phréatique de Boulay-Noir, est constitué de plusieurs composantes, notamment une canalisation de 900 cm de diamètre et un réseau de distribution à Nouadhibou et Boulay-Noir. C'est dire que la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a permis de constater de visu la réelle situation des installations alimentant la ville et leur capacité à satisfaire les besoins grandissants des populations. Retour à Nouakchott pour parler de cette journée consacrée à la concertation autour du programme de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. 16 responsables d'établissements de recherche et représentants du ministère de l'Enseignement supérieur prennent part à cet échange qui devra dégager les actions prioritaires à mener. Retour à Abdullah Damaba. Cette journée de concertation permettra aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de discuter du programme de l'Agence nationale pour la recherche scientifique et l'innovation. Cette structure sera ainsi en mesure, à l'issue de ces concertations, de mener un plan d'action. Ce afin d'améliorer les performances de la recherche scientifique et de l'innovation en Mauritanie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de technologie, de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, a déclaré que l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation vise, par le biais de ses programmes, à valoriser les résultats de la recherche. Cette structure, dit le ministre, soutient les manifestations scientifiques, appuie l'édition scientifique, entre autres. Il a enfin salué le travail abattu par cette institution. Par la suite, le directeur général de cette agence, Ali Boukhari, a affirmé que l'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les établissements d'enseignement supérieur concernant le programme de l'agence, en plus des opportunités offertes aux membres de ces institutions de recherche. L'APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, poursuit la série de formations organisées à l'intention des journalistes. La formation d'aujourd'hui porte sur le thème couverture médiatique, enjeux professionnels et éthiques. Aminatoum Takhlil. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel APA organise sa 3e session de formation de journalistes. Faite au profit de la presse francophone cette fois-ci, la session de formation est organisée sous le thème couverture médiatique, enjeux professionnels et éthiques. Objectif de cette session, discuter des thèmes portant sur le pluralisme, l'équilibre et l'équité dans le traitement de l'information, en plus des questions de santé, d'économie et de criminalité. Autre objectif de cette formation, le traitement professionnel de l'information et la vérification des faits, seul moyen garantissant la transparence. Le président de la APA, El-Hussein Ould Meddou, a déclaré lors de son mot d'ouverture que l'information, devenue un droit des citoyens, doit s'exercer dans le strict respect de l'équité et de la déontologie. Il a affirmé que le journalisme en tant que métier est étroitement lié à l'opinion publique, aux événements d'actualité, mais aussi à l'image du pays, ce qui fait qu'il doit être exercé en toute intégrité.
Il a ajouté que doter les journalistes des moyens techniques leur permettant le traitement constructif de l'information dans le respect des lois en vigueur devient une nécessité. Les bénéficiaires de ces sessions de formation sont des journalistes nationaux et issus de la presse internationale qui suivront des exposés et participeront aux échanges sur les thèmes mentionnés jusqu'au 17 février prochain. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie du Covid-19 durant les dernières 24 heures. Chers citoyens, la situation épidémiologique ce jour est marquée par la notification de 22 nouveaux cas de Covid, dont un cas contact et 21 communautaires. Elle est marquée également par l'enregistrement de 25 guérisons et, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès. Ainsi, le total de cas a atteint 16 996, dont 9 031 cas contacts et 189 cas importés, le reste étant des cas communautaires. Le nombre de guérisons a lui atteint 16 265, alors que les décès, on en a enregistré 430. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 301, dont 256 sans signe, 28 avec des signes légers et 12 avec des signes graves. Les cas nouveaux se répartissent comme suit entre les Muqata'a: 1 à Nema, à Barkeola 1, à Kayedi 1 cas, à Rosso 1, à Nouadhibou 1 cas, à Oksar 1 cas, 1 à Sebkha, 10 à Tebrakzena, 1 cas à Dar Naïm, 1 à Teharit, 2 à Toujounine et 1 cas à Arafat. Les tests effectués au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 905, dont 880 de diagnostics répartis entre 486 tests rapides et 394 tests de PCR. Leur répartition par région est la suivante: 111 au Hod Sharqi, 4 au Hod Gharbi, 36 à Nasaba, 18 au Gorgol, 47 au Brakna, 24 au Trarza, 3 à Nadra, 41 à Nouadhibou, 15 au Tagan, 29 au Bidimaka, 6 à Tirzemou, 6 à Nishiri, 504 à Nouakchott Ouest, 37 à Nouakchott Nord et 24 tests à Nouakchott Sud. Le total de tests enregistrés effectués depuis le début a atteint 203 153, dont 175 772 tests de diagnostic répartis entre 132 284 tests rapides et 43 488 tests de PCR. Place à présent à la CAN des moins de 20 ans, 22e édition dont le coup de sifflet a été donné hier par le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal. À l'affiche de cette deuxième journée, 3 matchs: Ouganda, Mozambique, Burkina, Tunisie et Namibie, Centrafrique. Hier, en levée de rideau, les Mourabitoun juniors se sont inclinés face aux Lionceaux camerounais qui ont remporté cette partie par le score de 1-0. Bokar Bailaba revient sur tout cela. Les Mourabitoun juniors ont raté hier soir leur entrée en Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Ils se sont inclinés 0-1 face au Cameroun au stade olympique de Nouakchott. Un but inscrit par Sondé Diang Junior à la 81e minute à la suite d'une grosse erreur de la défense mauritanienne. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid Ahmed, affirme que l'équipe nationale a déployé un grand jeu, même si cet effort n'a pas été accompagné d'une victoire. Il estime que les Mourabitoun sont pétris de talent et cela mérite d'être salué et encadré. Il exhorte le peuple mauritanien à continuer à soutenir l'équipe nationale en entretenant la flamme autour de ces jeunes qui défendent les couleurs nationales. L'Ouganda, qui a battu le Mozambique 2-0 cet après-midi au stade olympique, occupe la première place du groupe A, suivi du Cameroun. La Mauritanie et le Mozambique occupent respectivement 3e et 4e place. Dans le groupe B, le Burkina Faso et la Tunisie se sont quittés sur un score de parité 0 but partout au stade Cheikh Ould Bouidia. Match nul également entre la Namibie et la République centrafricaine, 1 but partout. Même si le match d'hier entre la Mauritanie et le Cameroun s'est joué à huis clos, il n'en demeure pas moins qu'il a été suivi par le public mauritanien devant leur écran de télévision.
Il y avait la ferveur et l'engouement dans les cafétérias où le public est venu en masse pour soutenir l'équipe nationale. En d'autres termes, un soutien indéfectible au 11 national qui a plus ou moins réussi à se frotter aux Camerounais. Durant toute la rencontre, le public a vibré avec les jeunes. Pour certains supporters, les Mourabitoun ont réalisé une grande prestation en déployant un jeu à la hauteur des attentes. En revanche, d'autres affirment que l'équipe nationale a manqué de concentration dans les derniers instants du match, d'où cette bourde de la défense qui a permis au Cameroun de marquer un but. À l'intérieur du pays, la ferveur était aussi au rendez-vous. C'est le cas à Néma où beaucoup de supporters ont vibré avec l'équipe nationale. Devant leur téléviseur, ils se sont agités à chaque fois qu'un joueur de l'équipe nationale est proche de remuer les filets ou effectue un geste technique de grande classe. Malgré la défaite, les supporters n'accablent pas les Mourabitoun. Ils estiment que cette équipe n'a pas été trop décevante au regard de la qualité du jeu déployé. En d'autres termes, l'équipe a encore beaucoup de chances pour aller très loin dans la compétition et pourquoi pas soulever le trophée continental. La Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans n'est pas seulement un moment d'émotion, c'est aussi un moment où certains services saisissent l'opportunité pour booster leur chiffre d'affaires. C'est le cas des hôtels. Dans cette structure, à Nouadhibou, le personnel s'active avant même le début de la compétition pour répondre aux attentes des délégations africaines. Pour ces gérants, la CAN des moins de 20 ans est une réelle opportunité donc pour toutes les unités hôtelières de la ville de Nouadhibou. Pour eux, la compétition va contribuer à offrir davantage de visibilité à notre capitale économique. Et cela ne manquera pas d'avoir des retombées positives sur le plan économique dans toutes les activités. Restons à Nouadhibou pour signaler que les équipes du groupe C entreront en lice demain. Le Ghana sera opposé à la Tanzanie à 16h au stade municipal et le Maroc affrontera la Gambie à 19h. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans est le premier grand tournoi continental organisé par notre pays. Nous refermons ce journal par les travaux d'un atelier de formation sur les pires formes de travail des enfants en Mauritanie. L'objectif de la rencontre à laquelle prennent part des représentants des wilayas de Hood et de la Saba est d'élaborer un plan d'action consacré au renforcement du cadre législatif et réglementaire à travers la mise à jour de certaines dispositions du Code du travail. Retour à Mohamed Khattab. Identifier les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et renforcer le cadre législatif et réglementaire à travers la mise à jour de certaines dispositions du Code du travail. Voilà les objectifs d'un atelier organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le Bureau international du travail qui a réuni aujourd'hui à Néma les représentants des wilayas des deux Hood et de la Saba. L'occasion pour le wali du Hood Charri, M. Cheikh Abdallahi Woulewa, de rappeler que la Mauritanie a ratifié les 2 conventions internationales relatives au travail des enfants. Il s'agit de la Convention internationale du travail 138 relative à l'âge minimum pour le travail des enfants d'une part et de la Convention 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants ainsi que des mesures immédiates pour les éliminer d'autre part. Le wali a indiqué que la participation active des représentants des wilayas devra permettre d'aboutir à un travail sérieux d'identification des pires formes de travail pour les enfants de moins de 18 ans. De même qu'il a réitéré l'engagement du département à poursuivre les réformes législatives et réglementaires tout en entretenant des consultations continues avec les représentants des employeurs. À son tour, le président du conseil régional du Hood Charri, M. Mohamedou Tijani, a souligné que les autorités tiennent à traduire l'esprit du Code du travail et à faire respecter l'âge minimum pour travailler. Et cela, poursuit le président du conseil régional, se fera à travers le plan national pour l'élimination du travail des enfants. De son côté, le directeur de la législation et du dialogue social au ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Moustapha Dibi, il a souhaité que les participants puissent sortir avec des résultats concrets permettant d'élaborer une liste nationale des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République passe en revue devant le sommet du G5 Sahel les réalisations accomplies durant sa présidence en exercice du groupe.
Démarrage ce matin des travaux d'un atelier sur le programme de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État au profit des conseillers en communication des départements ministériels et aux secrétaires particuliers des ministres. Le ministre de l'Assainissement s'informe à Nouadhibou sur les performances de la station de pompage de la ville et du château d'eau qui alimente Kansado. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous retrouve mercredi à la même heure, Inch'Allah.